Encore une fois, je ne vous parle que de ma pratique à moi. Bien, donc ça c'est pour la partie organisationnelle. Maintenant, sur la partie, si je reviens finalement à l'individu, parce que je pense que la créativité va s'exprimer au niveau de l'individu. Moi, je vous parle encore une fois de ma pratique à moi. C'est en tant que créateur, comme créatif, comment moi je travaille, comment je travaille avec mes étudiants. Je suis tous les diplômes de l'école depuis 7 ans. Voilà, je suis obligé dans une démarche créative en permanence, dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire d'ailleurs. Alors, il y a un certain nombre de mots-clés comme ça que j'aime bien utiliser, qui vont vous montrer combien inconscient je suis. C'est celui de l'impudeur, par exemple. Moi, je crois que pour être créatif, il ne faut avoir aucune pudeur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune retenue, il n'y a aucun sujet tabou, il n'y a absolument aucune raison que je n'aborde pas un sujet au prétexte que ça ne se fait pas. Et donc, voilà, moi je prétends que je n'ai pas de pudeur, du tout. Et donc, que ma parole est permise surtout, et qu'il n'y a aucun sujet dans lequel je n'ai pas à mettre mon nez. Donc, je mets mon nez dans les affaires des autres régulièrement. Il y a aussi la présomption. Je pense qu'il faut être très très présomptueux quand on est créatif. Il ne faut pas hésiter à prétendre des choses. Et pas imaginer qu'il y a des sujets sur lesquels il vaut mieux pas s'aventurer parce qu'on va prendre une claque. Moi, j'adore les claques en fait. Donc je suis prêt à déstabiliser, je suis prêt à en prendre plein la tronche parce que c'est ça qui va me faire avancer. Donc, être très très présomptueux. Un autre mot que j'aime bien, c'est le mot de destruction, justement, détruire. Je pense que la capacité à détruire les modèles, c'est une nécessité absolue pour créer. C'est-à-dire que si j'arrive dans un jeu où on me demande d'être créatif, on me dit voilà, ça c'est des choses auxquelles on ne touche pas, je dis non, c'est pas possible. Moi, je ne vois pas pourquoi on ne toucherait pas à ça. Qu'est-ce qui justifie le fait qu'on n'y touche pas? Simplement parce que c'est institutionnel, parce que c'est comme ça, parce qu'il y a une communauté qui considère de manière consensuelle qu'on n'y touche pas? Non. Tout est susceptible d'être mis en cause, donc détruit. Évidemment, pour construire derrière, je ne suis pas... enfin, apocalyptique, oui, mais dans le sens de la révélation, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, de la même manière, être un vrai iconoclaste. Il ne faut pas hésiter à briser les images. Le terme d'image est revenu très très souvent, et je vous montrerai tout à l'heure pour finir ma présentation, une petite présentation sur les images, un exercice que je fais avec des étudiants de première année. Mais je pourrais le faire, je pense, avec des étudiants de n'importe quelle année, et ça tomberait, il y aurait le même résultat. C'est la nécessité de ne pas céder à l'hypnotisme des images, quelle que soit l'image. Alors l'image, ça peut être une image, une vraie image, mais l'image, ça peut être aussi l'objet lui-même, est-ce que, en tant qu'image, ou l'image, ça peut être une théorie. Une théorie est une image, dans la mesure où c'est la représentation du monde. Et donc être capable de casser des images, d'être littéralement un iconoclaste, ça me semble une nécessité absolue aussi. Alors évidemment, là, tout ça c'est assez déstabilisant. On est vraiment, enfin, c'est Attila le Hun, c'est Gengis Khan, ce dont je vous parle. Hein, c'est vraiment là où je passe, le gazon trépasse. Donc, évidemment, tout ça c'est pour être au service d'une démarche de construction, évidemment. Cette démarche de construction, ça nécessite évidemment de l'esprit de synthèse, de mise en relation. Mais cet esprit de synthèse de mise en relation ne peut être mis en œuvre que dans la mesure où on a tout cassé en morceaux. C'est-à-dire que je veux bien ramasser les morceaux, les remettre en lien les uns avec les autres, uniquement à partir du moment où je les ai mis sur la table et un tout petit morceau. Donc, ça, je dirais, c'est la manière dont, en tout cas, moi, j'imagine faire les choses, c'est-à-dire de manière assez brutale, finalement, assez violente, assez destructrice, mais pour remettre les choses en perspective, et éventuellement pour reconstruire derrière. Bon. Alors, et je vais finir là-dessus avant de vous montrer cette petite présentation. Bon, je vous ai dit, je suis mathématicien de formation, je suis informaticien théorique de formation. Enfin, chez moi, il y a un hôtel à la raison. Voilà, la raison, c'est quelque chose de très très important pour moi. Je crois en la raison, donc je crois en la puissance de la raison, et je suis sûr que la raison nous permettra de maîtriser le monde complètement. Je crois vraiment. Et donc, mais simplement, je crois qu'il y a un état subliminal de la raison, ça s'appelle la nouvelle pensée magique. Alors autant la raison était l'ennemi de la pensée magique, je crois profondément, je pense que paradoxalement, la raison va nous amener à une nouvelle forme de pensée magique. Moi j'ai essayé
identifier les états mentaux dans lesquels je suis quand je fais du suivi d'étudiants à l'école. Et en fait, la meilleure image que j'ai trouvée, c'est celle de médium. J'ai l'impression d'être un médium, en fait. Quand je suis en train d'écouter l'étudiant, je me mets dans un état second, peut-être même que je l'évite, de quelques centimètres. Et je suis effectivement dans un état second, pour mettre en relation l'ensemble des objets dont me parle l'étudiant, et puis ce que je sais, ce que j'ai appris, ou ce que j'ai expérimenté, ou ce que j'imagine, ce que j'espère. Je suis effectivement dans un état second, dans un état de médium, quoi. Et je me dis, donc là, ça ressemble à de la magie, quoi, d'une certaine manière. Et je pense, effectivement, en tout cas, moi, c'est comme ça que je demande à mes étudiants de réfléchir quand ils se mettent en position de construire des réponses, hein, sur la base de leur analyse préalable, c'est de se dire, je vais mettre en œuvre de la pensée magique. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux faire, quoi. Et puis ensuite, je me préoccuperai de la manière dont je vais le faire. Donc, si je veux faire un tapis volant, je fais un tapis volant. Si je veux être invisible, je suis invisible. Et si je veux me couper en 50 000 morceaux, je me coupe en 150 000 morceaux pour résoudre mon problème. Puis ensuite, je vais essayer de trouver la manière dont je vais faire en sorte que je me coupe en 50 000 morceaux, parce que peut-être que je ne me coupe pas vraiment en 50 000 morceaux, c'est peut-être des représentations de moi qui sont coupées en 50 000 morceaux, puis peut-être que si je vole, j'ai l'impression de voler, je ne vole pas vraiment, mais mon expérience est la même. Enfin, voilà, cette nouvelle pensée magique, il me semble, ne pas s'interdire d'avoir une pensée magique, c'est aussi une forme de créativité. Ne pas considérer que la raison est une prison, mais que c'est simplement une grille de lecture, mais qu'on peut en changer. Alors, si j'ai encore 3 minutes, je voudrais vous montrer cette petite présentation. En 3 minutes, vous allez voir, ça va aller très très vite et vous allez comprendre ce que je veux dire par là.